Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 172e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 9 juillet, il est exactement 10h30 et nous allons parler aujourd'hui d'une course qui s'apprête à fêter sa 5e édition. Elle relie tous les 2 ans au mois de juillet Cherbourg à la Trinité-sur-Mer. Il s'agit de la Dream Cup. Nos 2 invités vont chacun y participer cette année. Le premier est le propriétaire et le skipper de ce qui est une véritable machine à gagner, le monocoque de 45 pieds Teasing Machine. Il s'agit d'Éric de Turckheim qui est chez lui du côté de l'île de Ré. Bonjour Éric. Bonjour, juste une petite précision, c'est 54 pieds. Ah, 54 pieds, d'accord. C'est bien de le préciser, tu vas pouvoir nous raconter après exactement les caractéristiques de ce bateau. Le second est une figure de la course au large, il a été pendant des années un des skippers phares de la classe Orma avec son trimaran Biscuit la Trilitaine. Il a par la suite basculé en IMOCA, disputant le Vendée Globe en 2008 et 2012 sous les couleurs de Safran. Il navigue désormais sur un catamaran de 50 pieds, j'espère que je ne me trompe pas cette fois-ci, lancé en 2021, qui s'appelle Wellness Training MG5, et vous l'aurez reconnu, il s'agit bien évidemment de Marc Guillemot, qui est chez lui du côté de la Trinité-sur-Mer et qui s'apprête à prendre la mer pour rejoindre Cherbourg. Salut Marc. Ouais, bonjour, exactement. Les infos sont exactes, c'est parfait. Eh bien, messieurs, comme d'habitude, avant de vous donner la parole, je vais faire une brève présentation de cette Dream Cup, dont le nom exact est Dream Cup Grand Prix de France de course au large. La course a été lancée en 2016 par Jacques Civilise et emprunte depuis sa 2e édition en 2018 le même parcours, avec un départ à Cherbourg et une arrivée à la Trinité-sur-Mer, avec plusieurs parcours selon la taille des bateaux de 600, 1000 et 1500 000. Cette année, environ 90 bateaux seront de la partie, avec une forte représentation des IRC doubles, très en vogue notamment en Grande-Bretagne, et des IRC équipages, mais également la présence d'une dizaine de classes 40, dont le tenant du titre, Xavier Macaire, sur groupe SNEF, une dizaine de multi 2000, multicoques variés parmi lesquels, outre le catamaran de Marc Guillemot, on retrouve l'ancien Norma Eure-et-Loire de Francis Joyon, rebaptisé Océan, ou le mode 70 Drecan Energy d'Éric Defer. À noter enfin une flotte de 10 Sunfast 30 One Design, le nouveau monotype signé VPLP Design, qui aura le droit à un classement spécifique. Après le prologue qui est prévu vendredi à Cherbourg, le départ de cette 5e édition de la Dream Cup sera donné lundi 15 juillet à 16h30. Eh bien, messieurs, voici pour cette présentation. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette Dream Cup, j'aurais bien voulu revenir avec vous un peu sur vos projets respectifs et sur vos bateaux respectifs. Je vais peut-être demander à Eric justement de commencer par nous présenter ce Teasing Machine, ce 54 pieds qui a l'air de gagner beaucoup et de bien marcher. Eric, est-ce que tu peux nous raconter comment a été lancé ce bateau, quelles sont ses caractéristiques, où il a été construit? Oui, donc Teasing Machine est un 54 pieds dessiné par Bernard Nivelt. C'était la suite d'un 43 pieds qui avait été lancé dans les années 2014-2015. Également Bernard Nivelt, qui avait été construit, qui était un des derniers bateaux ou le dernier bateau d'Archambault, construit chez Archambault. Le 40 pieds, on l'avait construit et conçu essentiellement pour se battre contre toute la classe des 40 pieds. Et il y en a beaucoup. Et celui-là, essentiellement pour combattre et se battre contre les TP52. Les débuts de ce bateau ont été plus compliqués que le précédent. Parce qu'on était trop lourd. C'était très favorable au niveau du rating, mais au niveau compétitivité contre les TP, on faisait 10 tonnes et demie. Un TP, ça fait entre 7 tonnes et demie, donc il y avait un écart
tout à trop important, même si on arrivait à les battre de temps en temps en compensé. Et donc il y a un peu plus d'un an, on a changé la quille, allégé, augmenté le tirant d'eau et aujourd'hui on a un bateau qui fait moins de 8 tonnes. D'accord. Donc ça a complètement changé l'environnement dans lequel on court et voilà. Donc aujourd'hui c'est un bateau qui effectivement marche très bien, qui est compétitif et on se prépare à un très gros programme 2025 dont on parlera peut-être tout à l'heure. On va parler du programme tout à l'heure. Justement, il est taillé pour quel type de course? C'est quoi tes objectifs sur un tel bateau? C'est de l'offshore longue distance. Donc toutes les courses, qu'elles soient du Rorque ou pas, en Atlantique, en Manche, en Méditerranée, aux Caraïbes. On a fait Sydney-Hobart l'hiver dernier. Donc c'est un bateau de course offshore, voilà, qu'on est en train d'essayer de faire progresser pour être compétitif dans de l'inshore également, puisque on en parlera, il y a de l'Almirals Cup qui arrive l'année prochaine. Tout à fait, on va en parler. Marc, toi, tu as lancé donc en 2021 ce catamaran. Raconte-nous un peu pourquoi ce choix, qu'est-ce que tu avais envie de faire avec ce bateau et pour quel type de course, où tu l'as construit et pour quel type de course tu l'as conçu. Je vais te parler du bateau tout de suite. Juste un mot sur l'E-Machine. C'est un super bateau quand j'ai eu l'occasion de croiser et aux Antilles et en course et ici. Donc notre catamaran MG5. Donc c'est un bateau qu'on a conçu avec les architectes Barrault et Neyman pour faire des courses. Donc c'est un bateau un peu mixte avec lequel on fait des courses, genre la route du Rhum ou des courses comme l'Armen ici ou la Carbienne 600 aux Antilles. Et puis en même temps, c'est un bateau qu'on propose aussi pour des séminaires d'entreprise. Donc hier encore, j'étais sur l'eau avec une entreprise parisienne. Et donc on embarque. C'est un bateau relativement accueillant et sympa qui permet d'accueillir du monde dans un confort qui est quand même mieux que sur un IMOCA en tout cas. Et donc on peut accueillir une dizaine de personnes sur un bateau performant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un bateau qu'on a voulu un peu, comment dire, c'est un peu la mode en même temps, mais c'est pourtant le cas. C'est un peu éco-responsable, c'est-à-dire que tout l'équipement de ce bateau, enfin 97% de l'équipement de ce bateau provient de bateaux de course. On a réutilisé le mât de Jean Le Cam, les safrans de Bayou, les dérives de Seguin, les systèmes de barre que j'avais moi sur Safran, toutes les ficelles viennent de Safran et de Gitana. Enfin bref, même les enrouleurs, les pièces d'accastillage, il y a Giovanni Soldini qui m'avait donné des choses, des belles pièces, et puis Spindrift, le filet. Enfin bref, tous les éléments font partie d'une réutilisation et ont déjà couru ou le Vendée Globe ou le Jules Verne ou des courses en Atlantique. Donc c'est vraiment un bateau qui est né avec une histoire déjà et c'est vraiment intéressant. Et puis en plus chose, la deuxième particularité de ce bateau, c'est qu'on a mis une nacelle qui est posée sur Céline Block, qui est complètement indépendante de la structure du bateau. Et ce qui nous a permis de faire une structure de nacelle assez légère et de donner une nacelle, enfin un ensemble de bateaux relativement léger et performant, parce que c'était vraiment l'idée du bateau, d'avoir un bateau confort, mais réactif et performant et facile comme un bateau de 50 pieds, 52 pieds, facile à manœuvrer. Voilà. Donc, je pense qu'on a réussi et notre système se met en place petit à petit et ça, voilà, on est vraiment content du bateau. L'idée, c'était de faire juste un one-shot, un one-off, ou derrière ça, il y avait peut-être une idée de faire une petite série avec ce bateau, Marc. Ouais, on fera jamais une grosse série avec le bateau, mais l'idée, c'est vraiment d'en faire quelques-uns. Quand je dis quelques-uns, c'est si on pouvait en faire deux ou trois. Alors, on a des demandes maintenant entre les demandes, le chiffrage et tout ça. Enfin, un bateau qui est relativement soigné, qui n'a rien à voir avec un bateau qui est fait en production. On a utilisé des beaux matériaux, des belles résines, et puis surtout, on a soigné la main d'œuvre, la principale qualité de ce bateau, c'est les ressources humaines qui sont venues autour. Il y a eu Alex Marmora qui est vraiment un spécialiste
un spécialiste du composite qui a été épaulé par tout un tas de gens compétents. Voilà. Donc, on a vraiment essayé de faire un outil, un bateau soigné. Et effectivement, on veut en faire un autre, mais on peut pas le faire dans une idée de production à grande échelle. L'idée, c'est vraiment de réutiliser les outillages que nous avons fabriqués ici à Saint-Philibert et de les proposer à des clients. Voilà. Donc, on a aujourd'hui des potentiels clients, mais bon, il faut aller jusqu'au bout et voilà. Donc, on est prêt à démarrer, mais on attend la signature. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as disputé la Route du Rhum 2022 à son bord. Tu termines troisième derrière Loïc Escoffier et Roland Jourdain. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est un bateau bien adapté à une transat en solitaire? Oh bah comme il y a comme tous les catamarans, c'est pas du tout adapté à des courses en solitaire, mais on s'adapte. On s'adapte. C'est vrai que c'est par rapport à ce que j'ai plutôt connu, c'est-à-dire les Ormas, les routes du Rhum que j'ai pu faire en Orma ou en IMOCA. Physiquement, c'est plus facile. Enfin, les voiles sont plus petites, donc c'est plus facile. Mais au niveau du stress, je crois que j'ai atteint un degré de stress que j'avais jamais atteint ni en IMOCA ni en Orma. Ah oui. Et là, bah oui, parce que c'est des bateaux qui sont beaucoup moins larges. On fait 9 mètres de large. Donc, c'est des bateaux qui sont un peu plus casse-gueule que des IMOCA. Donc, il faut vraiment faire attention. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, à la hauteur des Açores, enfin dans le sud des Açores, j'étais en bagarre, j'étais avec Bilou, Roland Jourdain qui était un petit peu à mon nord, et Loïc qui était un petit peu derrière. Et le bateau était assez neuf, enfin je découvrais un petit peu le bateau. Hein, et dans la mer qu'il y avait, on attaquait le troisième ou le quatrième fond. À un moment, j'ai dit stop, on n'est pas assuré. Le bateau, il est pas à moi. Il y a la banque derrière, il y a les associés. Et là, j'ai dit là, il faut que j'arrête de déconner. J'ai poussé la barre, j'ai viré, je suis parti au sud. Je regrette pas de l'avoir fait. Bon, ça m'a fait perdre pas mal de place et de temps. Mais en tout cas, c'est sans regret et je suis arrivé avec un bateau en état en Guadeloupe. Ce qui est certain, c'est que j'avais pas assez navigué avec le bateau au départ du Rhum, mais bon, ça c'était un petit peu le problème de tous les bateaux récents, voilà. Mais en tout cas, ce bateau a fait la route du Rhum et j'envisage d'en faire une seconde si nous sommes acceptés, parce que depuis la dernière route du Rhum, il y a eu un avenant qui a précisé que les bateaux construits après 2010 n'étaient plus autorisés en classe Rome. Ça veut dire que les 5-6 premiers de la classe Rome 2022 ne sont plus acceptés. Mais bon, on attend. Je sais qu'il y a eu pas mal de discussions avec les organisateurs, avec OC Sport, et je sais que le truc n'est pas entériné. Donc, on attend un peu de voir les décisions à venir pour savoir si tous nos bateaux sont encore acceptés. À suivre. On va en reparler en fin d'émission sur le programme ultérieur de ce bateau. On va revenir avec toi, Eric. Quand tu entends Marc parler de navigation en solitaire, toi, tu navigues depuis des années, beaucoup en équipage. Est-ce que entendre parler entendre Marc raconter une route du Rhum, et ça t'aurait donné envie ou ça te donnerait envie de naviguer en solitaire, de faire une route du Rhum, des choses comme ça? Ça donne toujours envie, hein, c'est évident. Mais bon, moi j'ai toujours couru en équipage, un petit peu en double, mais depuis toujours. J'ai beaucoup couru quand j'étais étudiant dans les années fin des années 60, début des années 70. Et puis et quand je suis revenu ayant regagné un petit peu de temps. Et quand je suis revenu à la voile de compétition, ben je suis reparti sur des monotypes au départ, du Melch 32, donc des équipes de 8, avant de construire le premier teasing machine offshore. Donc moi j'aime bien l'équipage, je dois dire. C'est à partir du moment où on a un groupe qui s'entend bien, où on a c'est quand même un beau travail d'équipe sur des longues distances. Moi je trouve ça quand même assez génial. Mais ça n'empêche pas que on est toujours admirateur des performances de tous les gars en solitaire.
Est-ce que tu peux nous justement, à propos d'équipage, nous dire comment un peu se répartissent les rôles sur Teasing Machine? Vous êtes en condition large, par exemple, ce qui va être le cas sur la Dream Cup. C'est quoi la configuration idéale et qui fait quoi? Alors, on est, euh, on va être 11, je crois, sur cette Dream Cup. Celui qui est un peu le chef d'équipe, c'est Laurent Pagès, qui a fait énormément de choses dans sa carrière, euh, de course au large, plusieurs tours du monde, etc. Euh, il y a en général des quarts de quatre. Euh, et puis le navigateur en général change. Quelquefois c'est Laurent qui le fait, quelquefois c'est Émeric Chapelier. Euh, Là, ça va être Jean-Luc. Donc, on a, moi personnellement, je barre, donc je fais pas mal d'heures de barre dans une course comme celle-là, mais voilà. Sinon, c'est très classique au niveau des responsabilités, des différentes responsabilités à bord, qu'on soit régleur de devant, régleur de GV, barreur, numéro 1, numéro 2. Enfin, il y a une Ouais. organisation extrêmement précise. C'est un bateau facile à barrer, agréable à barrer. Il est, il est un peu mou à la barre, pour dire la vérité. Et c'est un des trucs qu'on est en train de regarder d'ailleurs, de comment améliorer, le rendre un peu plus ardent, avec un peu plus de, que ça soit sur le profil de la quille, que ça soit au niveau du mât. Mais bon, il est facile à barrer, mais ça demande beaucoup d'attention parce que il est un peu mou. D'accord. Marc, toi, c'est quoi la configuration idéale, par exemple sur une Dream Cup ou sur les Armain Race ou autres courses de ce type que tu cours au niveau de l'équipage? Oh bah nous, l'idéal, c'est d'être entre 4 et 6 personnes. Je dis ça et en même temps, pour la prochaine Dream Cup, on va être, a priori, on devrait être en double. On devrait être en double parce D'accord. qu'il y a un problème d'équipage, de disponibilité des uns et des autres. Mais en tout cas, l'idéal pour ce bateau, c'est minimum 4 pour bien le faire fonctionner. Et pour une course de 600 000, comme on a pu faire sur les Caribbean 600, il faut être 4, 5, voire 6 pour vraiment enchaîner les manœuvres et dans des bonnes conditions. Ce que je pourrais dire pour poursuivre ce qui a été dit tout de suite, là, c'est pour moi, on n'est jamais mieux sur un départ de course en solitaire qu'après avoir couru des courses en équipage. Et en fait, on s'aperçoit, et c'était le cas en Norma avec les Grands Prix qu'on faisait et en IMOCA, qu'avec la force d'un groupe, la force d'un équipage, d'abord on prend confiance en son bateau avec des gens de confiance autour et surtout on apprend son bateau beaucoup plus rapidement. Voilà ce que je n'ai pas pu faire avec ce dernier bateau, ce catamaran. Voilà donc là les courses en solitaire, je pense que la meilleure façon de les préparer, c'est avec un groupe, avec un équipage. Voilà. Et c'est pour ça que toutes les courses qu'on peut faire en équipage d'ici l'échéance de 2002, de 2026 est important pour moi pour apprendre le bateau, pour l'améliorer et se perfectionner et être le mieux possible à son écoute. Est-ce que c'est un projet qui est financé par des partenaires? Il y a un nom du bateau qui s'appelle Wellness Training. C'est le partenaire titre. C'est ton partenaire titre? C'est quoi un petit peu le budget de ce projet? Oh bah, là, on avance avec un budget très serré. Hein. Là, pour la route du Rhum, on avait un budget avec une entreprise d'Amiens. Et là, avec Wellness, ils nous permettent de fonctionner à minima et ça se passe super bien d'ailleurs. Mais tout l'entretien du bateau, le fonctionnement quotidien, on le fait, moi je le fais tout seul ou avec ma femme. Donc on le fait à minima et sans budget. Les voiles qu'on a à bord aujourd'hui, c'est les voiles dans lesquelles on a investi au moment de la route du Rhum en 2022. Donc on le fait avec un budget serré
bon, ça me fait du bien, ça me fait du bien de remettre les mains à la pâte après toutes ces années dans un confort relatif avec des beaux sponsors. Mais je trouve que c'est intéressant. Voilà, ça oblige à se souvenir un petit peu que qu'un bateau ça se prépare et puis quand on a moins de budget, on met les mains dedans dans le cambouis et puis on y va et donc on arrive à fonctionner aujourd'hui avec un budget relativement limité qui se limite aux frais de port, d'assurance et puis des petites bricoles qu'on peut s'acheter à bord. Mais en tout cas, tout le matelotage, tous ces trucs-là, les carénages, j'en ai fait un avant-hier encore en plongée. Voilà, on fait tout ça nous-mêmes et ça permet de limiter les frais. Voilà. Je veux pas me plaindre, hein, tout se passe bien, mais voilà, c'est un peu comme ça. On a Wellness Training nous aide sur ce projet et on est bien content. Et avec un budget qui est assez voilà qui nous permet de fonctionner, de faire des courses et surtout de faire attention de ne pas faire d'excès. Donc on fait attention de ne rien casser et de ne pas faire d'excès et ça se passe très bien. Eric, toi, c'est plutôt un projet de propriétaire, hein, un petit peu à l'anglo-saxonne. Comment ça fonctionne à l'année? Tu as une équipe qui s'occupe du bateau à l'année. Comment vous programmez votre course? Raconte-nous un peu comment fonctionne ce projet. Moi, j'ai un boat captain à l'année, donc qui s'occupe donc à l'année du bateau. Et il est basé, en fait, lorsqu'on court pas, il est basé à Valence, en Espagne, où il a été construit, chez King Marine, qui est un super endroit, d'ailleurs, pour baser un bateau. Parce que il y a toutes les anciennes bases de la Coupe de l'Amérique qui sont toujours là, ou certaines sont toujours là, et ce qui permet, et ont été aménagées justement pour euh, traiter l'entretien de ce type de bateau et des TP52. Donc j'ai effectivement un boat captain à l'année et puis en fonction des courses, il va y avoir un peu de préparation, de convoyage, etc. Et il y aura deux, trois gars, des jeunes qui viennent aider à la préparation du bateau. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que effectivement, quand on parlait de performance et que en équipage, on arrivait à aller beaucoup plus vite qu'en solitaire. Nous, on travaille quand même euh, plusieurs fois par an en équipage complet à travailler les vitesses, les angles, à chaque angle, de façon à ce que tout soit enregistré dans l'ordinateur, ce qui aide évidemment à la tactique et au routage. Euh, Toutes les différentes configurations de voile en fonction de la force, des angles, etc. Donc, il y a quand même un très gros travail de préparation qui est fait en amont de toutes ces courses. D'accord, donc vous vous entraînez en dehors des courses. Vous ne vous contentez pas de faire juste les courses. Ça, c'est clair. Ouais. Comment tes objectifs à chaque fois sur les courses, c'est plutôt de viser ce qu'on appelle les line honors, c'est-à-dire les victoires en temps réel, ou justement depuis les modifications que tu détaillais en introduction sur le bateau, vous visez aussi les victoires overall en temps compensé IRC. On vise d'abord la victoire de notre classe. Ça, c'est toujours le plus important, c'est gagner notre classe parce que sur des courses dans lesquelles il y a des écarts assez considérables de taille entre les bateaux, puisque ça peut aller de 16 ou 17 mètres à 9 mètres. Les conditions, que ça soit météo, les conditions de courant, peuvent être extrêmement variées d'un groupe à l'autre, et donc l'important c'est de gagner sa classe. Ensuite, l'overall, on, on l'espère toujours, mais ça c'est toujours un peu un facteur chance au global. L'overall, il y a des courses qui sont très favorables aux gros bateaux, d'autres qui le sont moins. Donc gagner sa classe et overall, si on a la chance d'être dans le bon wagon.
Tu parlais tout à l'heure de Laurent Pagès, Émeric Chapelier. Tu as un noyau dur d'équipage qui revient tout le temps. C'est à peu près toujours les mêmes. C'est à peu près toujours les mêmes. On court normalement entre 10 à 12. La plupart du temps, on est à 10. Je dirais que il y a toujours au moins 6 ou 7 qui sont là. Et il y en a, et puis on a 3, 4 qui tournent en fonction des obligations professionnelles et autres. Marc, raconte-nous un peu ton programme de la saison. Qu'est-ce que tu as déjà fait comme course sur ton catamaran? Quelle est un peu la suite du programme? On va après parler de la Dream Cup. Voilà, ben, alors, depuis le début de la saison, on a fait déjà une partie de la saison aux Antilles avec des courses à Saint-Martin puis à la Caribbean 600. Ensuite, donc c'est vraiment intéressant. Alors au niveau course, c'est vraiment le parcours de la Caribbean 600, c'est vraiment superbe. On passe entre les îles et il y a beaucoup de manœuvres, beaucoup de tactiques avec les variantes de vent sous les îles, au vent des îles et tout ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. Et ensuite, on est rentré, vu qu'il n'y avait pas les voiles de Saint-Barth, nous sommes rentrés en convoyage en Bretagne et juste 2 ou 3 jours après l'arrivée, donc on a fait l'Armen Race qu'on a, je sais, oui, on a gagné. On a fait le tour de Belle-Île également. Et puis là récemment, on était à Audierne faire une très belle course autour de l'île de Sein, organisée par la Cénane Ouais, la à ronde, c'est bien. Audierne, voilà. Donc voilà, et là prochainement, bah, donc c'est la Dream Cup. Donc j'essaye de partager ces moments de course et c'est vraiment mon moteur. Heureusement qu'il y a ces courses et qui me motive pour garder ce bateau le plus performant possible. Et donc se partager avec ce que je disais en début de discussion, avec des sorties d'entreprise. Voilà, donc ce mélange des deux permet d'équilibrer un petit peu ma vie de marin, de préparateur, de partage avec des entreprises. Voilà, donc c'est un petit peu un mixage et une évolution dans ma carrière qui me déplaît pas, en fait, qui est plutôt intéressante. C'est assez porté sur les rencontres d'entreprise, en tout cas. Eric, quel a été du côté de Teasing Machine le programme? Je crois, toi, tu es souvent inscrit sur les courses du Rorc. Vous avez gagné récemment, là, pour le coup, overall et dans ta classe récemment le Tour d'Irlande. Raconte-nous un peu quel a été le programme. Bon, le programme, la complexité, ça a été de revenir d'Australie après Sydney Hobart. Le shipping était particulièrement compliqué et avec des annulations et tout ce qu'on veut, ce qui fait on a fini par arriver mi-avril en essayant de partir depuis le début janvier. Ah oui. Et on Bon. a été déposé à Londres, ce qui était donc on a fait tout le programme de début de saison du Rock qui commence début mai, Myth of Malam, etc. Donc on en a fait 4 ou 5 comme ça. Et puis ça va. Le Tour d'Irlande est une superbe course. J'aime énormément les courses de 600 000, je dois dire, parce que et on parlait de la Caribbean 600 qui est comme disait Marc, c'est une très 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 belle course avec des conditions incroyables, des vents d'île. Et le Tour d'Irlande est superbe parce que, pareil, on va avoir des conditions météo qui évoluent extrêmement rapidement. Je crois qu'on a dû se faire 3 fronts en 3 jours, avec donc des passages de vent à 20-25 nœuds, puis 6 heures plus tard, il n'y a plus rien. Et tactiquement, donc, c'est des courses qui sont très, très, très intéressantes à faire. Moi, une des plus belles également dans le domaine, c'est la Millau de Sires, Malte, Tour de Sicile, Lampedusa, Malte. C'est une très, 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 très belle course à faire. Euh, donc, moi, j'aime beaucoup les 600 euh, y compris le Fastnet qui reste quand même la course la plus importante au monde avec l'année dernière 450 bateaux au départ, ce qui est quand même assez extraordinaire. Euh, donc les courses du Rorc que je connais très très bien parce que j'ai été
vice-commodore du Rorke jusqu'à la fin 2023. Là, j'ai quitté mes fonctions il y a quelques mois. Et j'étais en plus président, enfin c'est moi qui dirigeais tout ce qui était Program and Race. Donc tout ce qui est les courses offshore, les courses du Rorke, c'est un domaine que je connais particulièrement bien. Je suis également celui qui à ce titre et relancer l'Admiral's Cup qui va être, je pense, un très gros succès l'année prochaine. Ouais, on va en parler de l'Admiral's Cup après. Marc, toi, toutes ces courses, Middle Sea Race, Fastnet, toutes ces courses de 600 000 que vient d'évoquer Eric, tu les as beaucoup pratiquées. C'est des courses peut-être sur lesquelles les IMOCA ou les Orma peut-être naviguaient moins parce qu'ils avaient peut-être leur propre programme. Mais est-ce que tu les as pratiquées quand même? Oh bah oui, le Fastnet avec Safran, j'ai dû la faire deux ou trois fois en double d'ailleurs. Parce que ça tombait les années impaires, donc les années de la Transat Jacques Vabre. Donc c'était un super entraînement, voilà. Et puis non, je l'ai fait d'ailleurs le Facette avec ce bateau, avec le Kata aussi. Non, c'est des très belles courses, des beaux parcours, et puis c'est toujours un bonheur j'allais dire d'aller à la cause pour prendre le départ. C'est plus vraiment le cas parce qu'on y passe simplement en venant de Cherbourg pour prendre le départ. Mais en tout cas, c'est un parcours qui est quand même assez mythique et que moi c'est une des premières courses que j'ai fait lorsque j'avais 14-15 ans, voilà, la course du Fastnet, et pour moi ça reste aussi malgré tous les routes du Rhum, les Vendée Globe et toutes les courses que j'ai pu faire, le Fastnet reste quand même une épreuve à laquelle je suis vraiment attaché, donc j'espère vraiment être au départ de la prochaine d'ici un an. Bon, en attendant, il y a une Dream Cup à courir, qui est d'ailleurs sur un format très très proche du Fastnet. Elle a en plus comme point commun Cherbourg, donc qui s'élance lundi prochain de Cherbourg à destination de la Trinité-sur-Mer, avec un petit passage le long des côtes anglaises. Marc, je ne sais pas si tu as déjà disputé cette course. Comment tu vois un petit peu cette course? C'est une course qui est en peu d'éditions finalement. On a l'impression qu'elle a réussi à trouver sa place dans le paysage de la course au large en France. Bah, ce qu'il faut déjà noter, que la Dream Cup est bien organisée, donc ça c'est tout à l'honneur de Jacques Civilis qui a vraiment ramé pour me faire monter son événement, et qui, je pense qu'il peut le dire aujourd'hui, il a vraiment réussi en réunissant des bateaux très différents, donc des classes très différentes, mais qui donnent dans chacune des classes des belles bagarres. Moi, je l'ai faite deux ou trois fois. Bah, la dernière, je l'ai gagnée à bord du bateau, là, du catamaran MG5 Wellness. C'était en solo parce que c'était qualificatif pour la route du Rhum, donc c'était un parcours de 1000 milles. Cette année, ça va être un peu plus court pour nous parce qu'on est en équipage et puis il n'y a pas d'échéance route du Rhum derrière. Et je l'avais faite aussi il y a quelques années. Je crois que c'était la première année entre la Trinité et la Berbrac, avec Lionel Lemanchois sur son bateau qui Ah était oui, à l'époque prince de Bretagne. Voilà. ah Donc ouais, tout à fait, ouais. voilà, c'est une course que dire que j'aime bien, je sais pas, mais en tout cas le parcours est toujours intéressant. La course est bien organisée, on est bien accueilli à Cherbourg. Donc il y a tous les éléments, les ingrédients sont réunis pour qu'on ait envie de la faire et de venir se bagarrer avec les concurrents de la classe dans laquelle on est. Eric, ton regard, toi, sur cette course, je crois que tu avais participé à la dernière édition. Oui, j'avais participé à la dernière édition. On avait malheureusement abandonné sur panne de moteur. On n'avait plus de courant, donc on était quasiment devant l'Orient. Et donc on est rentré dans l'Orient. Mais la Dream Cup, c'est un très beau parcours parce que il y a toute la côte sud anglaise qui est extrêmement intéressante à naviguer parce que il y a des renverses quand on a les renverses de courant sur ces différentes pointes. Ça peut être très costaud s'il n'y a pas beaucoup de vent. Ça demande de rentrer dans ces grandes baies, histoire de se protéger du courant ou de passer avec le courant en plein pot. Euh, Ensuite, il y a toute la descente sur le parcours de 600 000 jusqu'à Rochebonne, hein, qui est quand même bien sud, et la remontée vers la Trinité. Donc c'est un très beau parcours. Comme on disait, Jacques Civilis a fait un gros travail et
d'ailleurs, sa course, la Dream Cup, fait partie maintenant du programme du RORC et pas juste au programme des RORC, mais depuis cette année permet d'avoir des points, les points au championnat RORC de la saison. Donc, et il fait également partie du championnat des doubles. Donc, c'est devenu une épreuve importante. C'est la seule d'ailleurs de 600 000 à peu de choses près organisée en France. Il y a des choses, il y a des trucs en Méditerranée, mais on n'avait pas vraiment de course de 600 000 de ce type en France. Donc c'est bien. Et c'est tous les 2 ans les années non Fastnet. Et puis voilà. Bon, il y a en IRC équipage, donc la catégorie dans laquelle tu vas naviguer sur Tizi Machine, il y a une vingtaine de bateaux. J'ai la liste sous les yeux et un peu de tout, des JPK, des Grands Soleils, des Sunfast. Est-ce que tu as déjà identifié un peu tes potentiels rivaux? Pas vraiment. Je dois Ouais. dire que je regarde pas franchement euh, les, les concurrents, mais il va y avoir une très belle flotte, donc par définition, ça va être très compétitif. Euh, Nous, bah, on va travailler comme d'habitude à fond et espérer qu'on ait un bon résultat. Marc, toi, tu es en multi 2000. C'est une classe qui regroupe un peu des catamarans, un peu de taille et de formes diverses. C'est une classe où j'ai l'impression qu'il y a quand même une belle énergie. Il y a un peu de bagarre quand même. Oui. Alors, c'est vrai que c'est un peu plus diversifié. Surtout cette année, je crois qu'il y a un mode 70 Oui, tout à fait. Derek Deffer, ouais. voilà, et il y a Francis qui vient avec son Norma. Donc, si enfin, j'ai pas regardé qui était là, mais s'il y a des bateaux de notre taille, comme il y a 2 ans avec Loïc Escoffier, Guyader et d'autres bateaux comme ça, c'est intéressant. Si on est effectivement contre Francis Jouillon, même si on a un rating inférieur, enfin bah, ça n'a pas beaucoup de sens. Ouais. Francis arrivera, voilà. Donc j'ai pas regardé qui était inscrit. En fait, j'ai pas trop mis la tête là-dedans, mais bon, au-delà de ça, de toute façon, il y a le fait de faire marcher son bateau, de se bagarrer. Souvent, nous, avec notre taille de bateau, on est plutôt en bagarre avec les 40 pieds, les meilleurs 40 pieds. Voilà, on se situe comme ça. On n'est pas, effectivement, on n'est pas dans une classe où il y a 20 bateaux qui peuvent gagner. Donc c'est moins comment relevé, c'est moins intense. Et en même temps, dès qu'on prend le départ d'une course, on essaye d'être mobilisé à fond sur son bateau et sur sa performance et avec l'équipe avec laquelle on est. Donc ouais, je dirais que c'est pas pour nous c'est pas un championnat du monde, ça c'est certain. Oui, Mais oui. en tout cas, c'est une course comme tous les départs de course que je prends, j'y prends avec beaucoup d'excitation et d'intérêt. Voilà. Tu parlais de Francis, qui est aussi ton voisin de ponton à la Trinité, qui vient de remettre à l'eau donc un ancien Orma, l'ancien Eure-et-Loire avec lequel il a gagné brillamment la Transat anglaise en 2000, à laquelle j'imagine tu avais participé. C'est sympa de voir revenir comme ça un Orma dans le circuit. Ah bah oui, ben non, ça me fait plaisir. C'est vrai que cette transat, c'était en, je sais plus, 2000 ou 2002. 2000, ouais. J'étais arrivé secondaire, un quart d'heure derrière lui. Après, il y avait Franck Camas et Alain Gauthier. Ouais. C'est une très belle transat anglaise. Et là, de le voir revenir avec son bateau, sacré Francis, le filou, il revient avec cet ancien Orma qu'il a pu récupérer au Portugal il y a 2 ans et qui lui permet en tout cas de courir. Lui, il est parfaitement dans les clous, dans les règles pour courir la route du Rhum, vu que son bateau est construit avant 2010. Donc, et il a toutes les chances d'être très bien placé à l'arrivée. Et quand on connaît le bonhomme et sa façon de mener ses machines, je pense qu'il fera un bon résultat. Je devrais pas, à la limite, je devrais pas le dire parce que si moi je suis au départ de la route du Rhum, c'est sûr il va nous éclater. Et c'est pas très grave. En tout cas, le fait qu'il soit là dans une course et puis qu'on se retrouve là à la Dream Cup, moi, ça me fait vraiment plaisir. C'est un bonhomme que j'aime bien. C'est un personnage et une individualité de la course au large.
et ça me fait plaisir de le croiser et de discuter avec lui. C'est quand même un sacré bonhomme du monde de la course au large. C'est clair, ouais. Eric, tu le disais tout à l'heure, tu as été vice-commodore du RORC jusqu'à la fin de l'année dernière, qui s'est pas mal impliqué dans le format dans le développement du format double, notamment en Grande-Bretagne. Il y a beaucoup d'IRC double sur cette Dream Cup. D'ailleurs, c'est la seconde manche du championnat d'Europe IRC double après la Trinité Cherbourg, je crois, si je ne me trompe pas. C'est un format qui a, on a l'impression, qui a bien pris en Angleterre. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Je dirais que aujourd'hui, 40 à 50% des participants des courses du RORC, c'est du double. Donc c'est vraiment devenu extrêmement important. Il y a une association anglaise du double qui fonctionne très bien, et le RORC évidemment est l'organisateur des courses dans lequel il participe. Donc c'est devenu vraiment extrêmement populaire, et c'est beaucoup de bateaux, donc ben, c'est ce qu'on voit, hein, les Sunpath 3003, 3006, 3002, les JPK, toute cette flotte est très extrêmement active en double. Ouais. Vous avez été aussi impliqué avec le RORC, l'UNCL et aussi un club américain dans le développement du Sunfast 30 One Design qui va avoir une flotte d'une dizaine de bateaux sur cette Dream Cup. C'est la première fois qu'il y a une flotte aussi nombreuse de ce monotype. Comment tu vois ce projet qui se développe et qui donnera lieu d'ailleurs à un championnat du monde offshore double à Lorient, qui sera le support du championnat double offshore fin septembre à Lorient. Alors oui, c'est un sujet quand même extrêmement intéressant, parce que aussi bien l'Aurore que l'UNCL, le Yacht Club de France aujourd'hui, on a des programmes de formation de jeunes pour la classe, pour tout ce qui est course offshore. Mais on manquait de bateaux. Nos amis américains, en fait, pour essayer de compenser ça, ils avaient acheté des Figaro 2 pour faire une flotte qui permettait de former des jeunes à la course au large. Mais ces Figaro 2, là aussi, ils commençaient à avoir de l'âge, ça devenait compliqué. Et donc, ils cherchaient un bateau qui permette de former des jeunes et qui soit pas à un prix considérable pour des clubs, si c'est des clubs qui veulent l'acheter. Donc, d'où l'idée de lancer cette compétition, on avait demandé au départ un bateau pour club à moins de 100 000 euros, et puis un One Design qui évidemment sera plus cher parce qu'il y aura plus d'équipements à bord, etc. Donc, mais finalement, c'est essentiellement la voie One Design qui prévaut plus qu'un bateau pour des clubs. Mais peut-être, on ne sait pas. Donc, on avait créé un comité de sélection des architectes qui a très bien fonctionné, et aujourd'hui, ben voilà, le bateau est lancé et je crois qu'il y a quand même beaucoup de commandes, donc on devrait arriver assez rapidement à plus d'une centaine de bateaux à l'eau. Ouais, ça t'intéresserait, toi, d'aller naviguer un peu en One Design, toi qui es sur un bateau qui est pas vraiment One Design? Mais oui, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Moi là, je vais essayer de revenir un peu personnellement sur de l'inshore, et aller taper un peu sur du TP52, histoire de travailler l'inshore, aussi bien en perspective de l'Admiral's Cup dans lequel il y a un gros programme inshore. Ça faisait partie aussi du programme du RORC qui est le plus grand organisateur de courses offshore au monde, mais qui en inshore ne faisait rien. Et donc, on a créé la Nelson Cup, qui est un programme d'inshore avant la Caribbean 600, et de relancer l'Admiral's Cup permet également de relancer un programme d'inshore intéressant. On va parler d'Admiral's Cup justement. Un mot, Marc, toi, tu as sans doute connu les grandes heures de l'Admiral's Cup. Est-ce que c'est une épreuve que tu as déjà courue?
Non, c'est une épreuve que j'ai suivie, bien sûr, parce que c'est toujours intéressant et puis il y a beaucoup d'équipages vraiment performants. Mais non, c'est vraiment pas une épreuve. Enfin bon, je suis parti dans un autre truc, Ouais. la course au large, dans un domaine un peu pas éloigné, parce que il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont navigué avec moi, qui ont fait des Admirals Cup. Mais bon, c'est pas un domaine qui m'a attiré. Voilà, j'étais plutôt attiré par le large, par les bateaux, les multicoques, les bateaux du large, et voilà. Mais c'est pas pour cette raison que je m'y intéresse pas, et je trouve ça très bien que l'Admirals Cup puisse être renaître, en tout cas, puisque bah, ça fait des belles bagarres entre nations, et je sais pas si ça sera les mêmes règlements avec trois bateaux, mais en tout cas, bien sûr que je suivrai ça avec beaucoup de passion et d'intérêt. Eric, est-ce que tu peux justement nous dire un mot sur cette renaissance de l'Admirals Cup? Donc, on rappelle, ça sera pour l'été 2025. Est-ce qu'on va rappelle peut-être à nos auditeurs peut-être les plus jeunes ne savent pas ce que c'est que l'Admirals Cup, parce que ça fait quelques années qu'elle n'a pas eu lieu, et raconter comment elle renaît. Ah, c'était une compétition absolument mythique qui se déroulait par équipe nationale. À l'époque, c'était des équipes de 3 bateaux. Euh, En général, enfin à l'époque, c'était des systèmes de rating différents, mais en gros, c'était un bateau de 50-55 pieds qu'on appelait des classes 1 à l'époque. Il y avait un classe 2 et un classe 3. Donc c'était des bateaux qui faisaient entre 16-17 mètres, 13-14 et puis 10-11 ou 12. Et donc, à l'époque, il y avait des équipes du Brésil, d'Argentine, bien sûr des États-Unis, d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Le monde entier venait faire cette Admirals Cup. Puis, début des années 2000, c'est mort. Euh, Raison inconnue, mais c'est mort. Donc, pour relancer ça, aujourd'hui, mon analyse, c'était que on a une super flotte de bateaux de 50 pieds qui sont souvent des TP52 qui ont été transformés pour le large. Il y a une très belle flotte également dans le monde au niveau des 40 pieds. Euh, et donc, je me suis dit, on va faire simple, on va pas faire 3 bateaux, mais 2 avec une classe de 50 pieds, une classe de 40 pieds, euh, et puis un programme qui va être un programme d'inshore, donc ça, là, c'est basé à Caus, hein, Ouais. évidemment, toute la flotte sera à Caus, un programme d'inshore à l'est du Solent, parce que les TP52 ou ces bateaux-là avec 3,50 m, 3,60 m de tirant d'eau, c'est un peu difficile dans le Solent. Euh, donc un programme d'inshore de 3 jours. Ensuite, il y a une course de 200 000 avec un parcours qui sera décidé par le RORC. Et enfin, le Fastnet, D'accord. avec des coefficients différents au niveau des courses. Course inshore, c'est 1 et 2 et 3 pour les courses offshore. Alors, il y a un comité maintenant qui a été formé par le RORC pour superviser tout ça. Ils ont introduit 2 choses qui me paraissent très, très bien. C'est que tous les équipages, quels qu'ils soient, qui participent à l'Admirals Cup devront avoir un jeune de moins de 27 ans et une femme à bord. D'accord. Ouais. Et pour l'instant, ça rencontre un très gros succès. On s'attend à près d'une vingtaine d'équipes qui sont, de façon à simplifier les choses également, j'avais proposé que ça ne soit pas forcément national, mais que ça représente un club ou une nation. D'accord. Ouais. Donc, D'accord. Donc ça, c'est Horizon dans un an, quoi. Un an pile ouais, à peu près. 2025. Donc nous, on sera là. On a été un des premiers à s'inscrire, évidemment, Avec Teasing Machine alors. avec Teasing Machine. D'accord.
Marc, on va parler un petit peu d'avenir. Tu as parlé un peu de tes objectifs, de ton objectif de Rome avec les difficultés que ça posait pour l'instant. Quels sont en dehors, avant le Rome les autres régates qui sont à ton programme? Est-ce que tu vas continuer à ne naviguer que sur ce bateau ou est-ce que parallèlement tu continues parfois à aller naviguer sur d'autres supports? Non, j'ai navigué en 40 pieds pas mal avant de démarrer la construction de ce bateau. Mais là, non, je suis uniquement concentré sur ce bateau. En fait, c'est un petit peu de travail et d'entretien. Comme je disais tout à l'heure, on a un budget un petit peu restreint, donc il faut s'en occuper. Donc voilà, je fais préparateur, skipper, recherche de partenaires, et puis voilà. Donc c'est un peu un métier all purpose. Et donc voilà, après la Dream Cup, on va mettre le bateau au sec, on va le préparer parce que c'est un bateau qui en 2 ans a fait plus de 28 000 milles Ah ouais, quand même. de parcours, donc il a quand même pas mal navigué, donc il y a quand même des choses qui s'usent, il faut l'entretenir. Et puis on va retraverser, j'embarque deux ou trois clients, des passagers, donc pour traverser au mois de novembre-décembre. J'envisageais de départ du Vendée Globe, mais malheureusement, c'était impossible pour faire des opérations autour du Vendée Globe, mais c'était impossible d'avoir une place à Port-Olona, ce qui est un peu compréhensible aussi, vu le nombre de bateaux. Et puis on va Ouais. faire la saison, une troisième saison aux Antilles avec les courses comme la Caribbean 600 notamment et les voiles de Saint-Barth si elles se remettent en route. Voilà, et voilà. Donc notre saison va être partagée entre des courses et puis des navigations avec un, deux ou trois passagers à bord. Voilà. Donc c'est un autre contexte. Enfin, c'est une habitude à prendre quand on a eu le luxe de naviguer toute sa vie avec des équipages, des équipiers, des gens performants qui ont une bonne maîtrise de la course des bateaux et beaucoup d'autonomie. Là, c'est vraiment un apprentissage pour moi de naviguer avec des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Donc, quelque part, c'est presque plus fatigant que lorsqu'on navigue en solo. Mais bon, c'est une découverte aussi pour moi et ça demande beaucoup plus d'attention au niveau sécurité. Mais bon, voilà, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Donc, je continue à apprendre et là, c'est un domaine que je découvre et qui est plutôt intéressant aussi. Voilà, qui est vraiment très différent de ce que j'ai pu connaître avant. Et donc, objectif, si vous arrivez à vous mettre d'accord avec l'organisateur, Route du Rhum 2026 sur ce bateau, ça serait ta combienième Route du Rhum? T'as compté? Alors, j'ai compté, oui, j'ai un doute. Tac, tac, septième. Ça serait la Septième. septième. Ça serait la septième. Septième, j'en ai fait deux en Norma, trois en Imoca et une Ouais. avec ce Katawa. Donc, ce serait la septième. Donc, j'espère que ce qu'on a pu voir en tout cas en 2000, lors de la dernière édition de la Route du Rhum, euh, grâce à grâce à quelques personnalités, il y avait Philippe Poupon, il y avait Roland Jourdain et d'autres, Gwen Chapelain et Alvar Mabir, moi, et voilà, je pense qu'il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé autant de la classe Rome, même si on est vraiment moins important que toutes ces classes comme les Ultimes et les IMOCA, mais en tout cas, on a existé et on a eu des bons retours de com, donc c'était plutôt agréable, plutôt sympa pour nos partenaires et puis pour nous au niveau de la course, il y avait quand même un vrai enjeu sportif et donc je trouve un peu dommage de supprimer cet élan qu'on a pu créer en 2022 en supprimant un petit peu l'accès à la course pour tous les 5-6 premiers de cette classe. Donc le truc n'est pas définitif, mais on attend la réponse de ces sports et j'espère elle sera dans le bon sens pour nous, tous ceux qui se sont investis lors de la dernière Route du Rhum. Affaire à suivre. L'idée, c'était de donner la primeur à peut-être à des anciens bateaux ou des bateaux de légende, entre guillemets, comme l'Orma de Francis. C'est ça la justification? Ouais, mais alors il faut faire vachement attention parce qu'autant Francis, c'est quelqu'un qui a tellement d'expérience, d'expertise et qui connaît la musique sur sa multicoque. J'ai entendu plusieurs personnes, plusieurs gars qui ont dit bon ben voilà, si nos bateaux sont interdits, on va récupérer un Norma, un ancien Norma, et puis on va partir avec pour faire la Ouais. route du Rhum. Mais
Moi, pour l'avoir fait à plusieurs reprises en Norma, on mettait nos bateaux à l'eau au mois de mars, on faisait 7, 8, 9, 10 grands prix en équipage et on partait sur la route du Rhum serein, même si c'était toujours un peu tendu, mais en tout cas avec une parfaite connaissance de nos bateaux. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas forcément une grosse expérience du solitaire et encore moins de la manipulation d'un trimaran Orma, si quelqu'un partait pour la route du Rhum, à part Francis, sur cet exercice, mais je trouve ça hyper dangereux au niveau sécu, mais Ouais, on dépasse les limites. Alors, on peut toujours dire, oui, bon, on peut traverser avec trois riz et phoque de route, et puis on arrivera de l'autre côté, c'est sûr. Mais alors, c'est quoi le bonheur? Enfin, c'est quoi quel est ouais, l'intérêt c'est clair. sportif? Voilà. Et je pense que là, il faut vraiment faire attention. Et là, je parle vraiment on n'est pas nombreux à pouvoir en parler aujourd'hui, mais tous ceux qui ont navigué en solo sur les Ormas, ils savent que c'est vraiment dur, c'est contraignant, c'est engageant. Et moi, je trouve que c'est vraiment mettre la sécurité des bonhommes, enfin des bonhommes, de ceux qui vont les mener en tout cas, que d'accepter de faire courir des gens qui n'ont aucune bouteille, aucune expérience, aucune expertise sur ce type d'engin. Voilà, c'est des bateaux qui sont toilés. C'est pas pour rien qu'on les appelait les drugsters des mers. Ouais, C'était des bateaux fabuleux, mais quand même qui étaient extrêmement chauds. Hein. Et de ouais, monter très là-dessus, volage. moi, Ouais, si ouais. je me proposais un Norma aujourd'hui, sans avoir navigué au moins une saison avec, je partirais pas. Voilà, je partirais pas parce que je sais ce que c'est. Hein. Voilà. Ouais, bien sûr. Eric, on va terminer avec toi. Tu parlais tout à l'heure de TP52 que tu avais envie de te lancer sur ce circuit-là. Ça veut dire que on a un circuit existant qui s'appelle les 52 Super Series, qui a 5 ou 6 épreuves par an. Je crois qu'il y a d'ailleurs bientôt les championnats du monde la semaine prochaine. Ça veut dire que tu te lancerais sur ce circuit-là? Oui, en effet. J'ai fait comme d'habitude, on fait toujours des bêtises, hein. Quand on a des passions, on fait des bêtises, hein. Et donc, j'ai acheté le TP52 Gladiator, qui avait fait D'accord. quatrième l'année dernière dans le TP52 série. Essentiellement, d'abord pour reprendre un peu d'entraînement sur de l'inshore pur. Donc, on va y ramasser les bouées au début, ça c'est certain. Euh, on va avoir la première compétition fin août au Baléares et ensuite fin septembre à Valence. Et puis l'année prochaine, je ferai pareil un mini programme TP52, essentiellement préparation d'Admiral's Cup en juillet l'année prochaine. On rappelle que c'est un circuit très très relevé, hein, les 52 Super Series. Il y a un peu toutes les rockstars entre guillemets de la course inshore, beaucoup de marins qui ont navigué en Coupe de l'América, en olympisme. C'est vraiment relevé comme niveau, hein, Eric. Ah bah et oui, c'est pour ça que j'ai dit on va ramasser les bouées. Mais bon, on est ambitieux, on va travailler et que comme toujours, moi j'ai fait du Melch 32 où où il y avait un niveau qui était très élevé également. À l'époque, il ne devait y avoir que 2 professionnels à bord sur 8. En réalité, ils trichaient tous. Mais je trouve que c'est quand même très très intéressant. J'adore l'offshore. Hein. Je vais pas devenir une bête d'inshore, mais c'est quand même extrêmement intéressant. Je trouve quand même il y a énormément de travail sur l'inshore et donc voilà. En plus, ce sont des beaux bateaux, c'est Et TP52. oui, et oui. Allez, très bien. Merci beaucoup à tous les deux. On va libérer Marc qui doit aller convoyer son wellness training MG5 de la Trinité à Cherbourg. Comme ça, tu feras le parcours dans l'autre sens avant de revenir à partir de lundi prochain pour la Dream Cup. On vous souhaite à tous les deux une très bonne édition de la Dream Cup. Et quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un 173e épisode de Pause Report. Bonne journée à tous. Merci, Au revoir, à bientôt. merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft
envoyés chaque vendredi à 17 h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tiponchaf.com. À bientôt!